Un voyage, une expérience, un périple, une aventure. Tous ces mots rentrent dans la définition d'une odyssée. Je suis Jérémy Chaleroux et je veux mettre en avant dans ces podcasts les plus belles aventures aux quatre coins du globe. Le but étant de rencontrer des voyageurs et de vous partager leur expérience. Alors, quelle odyssée souhaitez-vous écouter aujourd'hui ? Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Quelle Odyssée aujourd'hui. Alors, juste avant de commencer, je voudrais revenir sur ce petit problème de son sur l'épisode 55 avec mon ami Jonathan. Je suis vraiment désolé encore une fois. Voilà, comme quoi ça peut toujours arriver, donc je ferai en sorte que ça n'arrive plus jamais. Donc, profitez bien de ce nouvel épisode et Jonathan, je tiens à dire que tu es bienvenu si tu veux refaire un épisode avec moi sur tes nouvelles expériences. Voilà. Aujourd'hui, je vous emmène en Amérique latine. Je vous emmène en Bolivie et je reçois Élise et Gaëtan. Salut à tous les deux. Salut Jérémy. Et je les reçois en direct d'Australie parce qu'ils sont en plein tour du monde. Ils vont nous raconter tout ça. Donc c'est parti. Comment allez-vous ? Ça va très bien et toi ? Nickel. Ouais, bah écoute, génial. On a un petit décalage, hein. Comme je disais, vous êtes actuellement en PVT en Australie, à Adélaïde, hein, c'est ça ? Ouais, Adélaïde, ouais. Depuis 10 mois. Et 10 mois, effectivement, vous arrivez bientôt sur la fin de votre PVT pour continuer votre périple. Bah, d'ailleurs, est-ce qu'on peut profiter pour cette présentation intro, raconter un peu vous et votre tour Ouais. du monde? Je vais commencer. Déjà, merci à toi de nous accueillir sur ton podcast. Du coup, moi, c'est Gaëtan, j'ai 29 ans, je suis originaire de région lyonnaise. Et moi, donc c'est Élise, j'ai 28 ans et je suis originaire de Vendée. Et donc ça fait déjà 19 mois qu'on est en tour du monde. On est parti en février 2022 et l'objectif est de rentrer en France en juillet 2024, donc après 2 ans et demi sur la route. Et donc là, effectivement, on est actuellement en Australie depuis 10 mois, puisqu'en fait, on a découpé un peu notre tour du monde en plusieurs parties. On a voyagé dans un premier temps en Amérique du Sud, puis en Amérique du Nord, puis un petit peu en Océanie. Et on s'est donc arrêté en Australie pour remettre de l'argent de côté, pour ensuite partir découvrir l'Asie et l'Afrique avant de rentrer pour les JO 2024. Voilà, l'objectif c'était les JO. Super, très bel objectif. Les JO à Paris en plus, Ouais. en France, incroyable quoi. C'est ça, on pouvait pas louper ça. Exactement. Et alors, super, un magnifique voyage. On a commencé à discuter tous les trois un peu en off. Moi, je voulais revenir un peu là. On profite de parler un peu de ce côté tour du monde. C'est quelque chose que vous avez dû préparer depuis pas mal de temps quand même pour faire une expérience aussi longue de 2 ans et demi. On a préparé entre la date où on s'est dit on part faire un tour du monde et le moment où on est parti, c'est passé 29 mois. Donc c'est 29 mois avec des montagnes russes, des changements de programme, on pourrait refaire un podcast entier juste sur cette période. Ouais, en plus il y a eu le Covid qui a un peu qui est venu pendant cette période de préparation, donc qui a un petit peu remis tout en question parce qu'on avait conçu un itinéraire d'un côté, en partant vers l'Asie, ouais. Puis l'Océanie, puis les Amériques, et finalement on a dû tout changer, on a dû partir du coup dans l'autre sens, décaler un petit peu notre départ de quelques mois. Donc voilà, ça nous a permis d'économiser dans tous les cas un petit peu plus et finalement c'était pas plus mal. Donc effectivement, vous êtes parti, donc vous avez commencé par l'Amérique latine, puis remonté sur l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord. Vous êtes arrivé en Océanie, donc là vous renflouez les comptes avec ce PVT en Australie pour redémarrer sur l'Océanie, l'Asie. Et puis après, vous finissez quoi par l'Europe, l'Afrique ? L'Afrique, ouais. l'Europe, on va se le garder une fois rentré en France, quoi. J'imagine. Bon c'est parfait. Je vous remercie déjà d'être venu vers moi pour me proposer de raconter votre expérience, de témoigner sur ce beau pays qui est la Bolivie. Alors pourquoi vous avez souhaité, là sur tous les pays que vous avez fait, pourquoi vous avez choisi la Bolivie ? Alors on a choisi d'en parler de la Bolivie parce que c'est la première claque en fait. C'est le 3e pays du coup de notre tour du monde, puisqu'avant on était passé au Brésil et en Argentine. Et donc l'objectif c'était du coup de remonter vers le Pérou, donc en passant par la Bolivie. Et c'est vraiment à la frontière de la Bolivie qu'on s'est vraiment pris la première grosse claque du voyage, vraiment un gros choc culturel. Et c'est là qu'on s'est dit ok, là vraiment notre voyage en Amérique du Sud commence vraiment entre guillemets, parce que
on a vraiment été immergé direct dès la frontière Dans une autre culture. dans une autre culture, et on s'est dit là ça va être un pays qui va nous plaire. Et voilà, et aussi on voulait, c'est vraiment la Bolivie qui a un petit peu guidé ensuite la suite de notre voyage, puisque c'est en Bolivie où on a pu du coup tester pas mal d'activités et d'expériences. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est dit, bah finalement nous ce qu'on aime dans le voyage, c'est pas forcément les visites culturelles ou alors voilà la découverte gastronomique du pays, etc. Nous, c'est vraiment les activités et les expériences un peu insolites qu'on peut faire dans chaque pays. Du coup, c'est vraiment en Bolivie qu'on a pu tester autant de choses différentes en si peu de temps. Et prendre beaucoup de plaisir. Et c'est vraiment ça, ouais, qui nous a après qui a guidé le reste de notre séjour. Ok, vous teasez bien hein, l'épisode, c'est génial. J'ai hâte que vous nous racontiez justement ces expériences un peu atypiques. Vous étiez, si je dis pas de bêtises, donc c'est votre troisième pays, vous étiez en Argentine juste avant. De l'Argentine pour aller jusqu'en Bolivie, comment vous êtes arrivé? Par frontière terrestre. Donc on a passé la frontière, donc c'est la Cuyasa, à 2 heures de bus de la première ville en Bolivie, on va dire. Donc voilà, une D'accord. frontière, on a eu un peu de mal parce qu'on était en fin du Covid au moment de passer la frontière, et c'était un peu compliqué, quoi. Les règles à la frontière changeaient un peu tous les jours, même sûrement plusieurs fois par jour. Et du coup, tous les voyageurs qui étaient dans ce secteur à cette période-là, on était un peu tous en stress de passer cette frontière parce que personne ne savait comment la passer. Et puis nous, on est arrivé à la frontière et on a dû faire des démarches administratives au pied de la frontière, aller au consulat, faire tamponner un papier. Ouais, il demandait pas mal de documents qui changeaient tous les jours. Il y avait un nouveau document à avoir, fallait l'imprimer d'un certain site internet et pas d'un autre. Fallait avoir tel ou tel document. C'était vraiment compliqué à ce moment-là. Mais bon, ça s'est fait facilement. Finalement, ça s'est fait. Il garde personne à la frontière, hein, mais on a mis un petit peu plus de temps que prévu à la passer. C'était marrant. D'accord. En plus, la Bolivie, c'est quand même un pays, j'allais dire, avec une altimétrie assez importante. Bon, je pense qu'on va revenir dessus. Là, quand vous avez passé la frontière, vous étiez à combien de mètres? La frontière, elle était à 2850 mètres. Rien que ça déjà, ça devait être impressionnant. Et alors, ce que je vous propose, c'est que peut-être on pourrait retracer votre parcours une fois que vous avez passé la frontière. Quelle était la première étape? Alors du coup, donc on est arrivé dans la ville de Tupiza, qui est une ville un peu étape et qui donne les points de départ pour les road trips en 4x4 vers le sud Lipez et le Salar de Uyuni. Donc c'est vraiment une ville où beaucoup de voyageurs transitent pour ensuite partir en excursion dans cette région. Et c'est aussi une ville assez sympa. C'est un peu type western. On a un peu l'impression d'être aux États-Unis. On a pu faire une petite balade à cheval dans un canyon. Vraiment, on a vraiment avec bon, ils donnent tout en plus, ils donnent le chapeau de cow-boy, etc. C'est vraiment, ils te mettent vraiment dans l'ambiance et t'as vraiment pas du tout l'impression d'être en Bolivie. On était là, d'accord, on s'imaginait pas du tout ces décors-là. On a été hyper étonnés en arrivant là-bas, c'est que c'est une ville qui est remplie de tuk-tuk. On s'attendait absolument pas à voir des tuk-tuk en Bolivie. Et on est arrivé là-bas, le moyen de locomotion à Tupiza, c'est les tuk-tuk. Et du coup, nous, on s'attendait à voir les tuk-tuk en Asie et pas forcément rencontrer en Amérique du Sud. On n'était pas prêt à ça, en fait. Et du coup, on s'est dit, il y a plein de tuk-tuk, c'est marrant. Du coup, c'est nos premiers tuk-tuk aussi en Bolivie. Ouais, c'est très improbable. C'est vrai, effectivement. J'aurais pas pensé aussi naturellement. Et je rebondis juste parce que tu as parlé du Salar de Uyuni. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est le plus grand désert de sel du monde. C'est ça, hein? C'est ça, 11 000 km², ouais. Voilà, donc encore plus grand que ce désert d'Akatama qui, pour moi, était le plus grand. Mais non, en fait, le Salar de Uyuni, c'est un peu l'attraction phare de la Bolivie. Ouais, c'est clairement toutes les agences quand ils vendent la Bolivie ailleurs dans le monde ou même en France, c'est la première image qu'on voit dans les guides touristiques. C'est vraiment ce pourquoi certains voyageurs viennent peut-être spécialement faire une étape en Bolivie pour à peine 4-5 jours. Pour à peine une semaine, les gens ils viennent que pour ça. C'est un peu comme le Machu Picchu au Pérou. C'est vraiment ce qui ressort de la Bolivie quand on pense Bolivie. Vous l'avez enchaîné, enfin vous l'avez fait aussi, un trek de quelques jours? Comment ça s'est passé Du coup, de votre côté? c'est avec une agence, donc faut savoir que c'est des agences, comme beaucoup d'expériences en Bolivie, faut être au minimum
4 personnes. Du coup, nous, on était 2. Et si on était 2, on payait beaucoup plus cher. Du coup, tu pars à 4 avec un guide. Du coup, là, le guide a son 4x4 avec une cuisinière. Donc, on est 6 en tout dans le 4x4. Et on est parti 4 jours et 3 nuits pour un road trip de 900 km. Donc, on a commencé par le sud de l'IPS pour finir au Salar d'Uyuni. Wow, Donc, génial. voilà. Donc, c'est 4 jours, 3 nuits. Ouais, t'es au milieu dans des déserts, des montagnes de 6000 mètres tous les jours. Tu passes 5000 mètres d'altitude en 4x4. C'est des paysages à couper le souffle. Ouais, c'est vrai que c'est indescriptible. Est-ce que c'est des Ouais, paysages lunaires? ouais, Ouais, c'est ça. c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on peut s'imaginer avec des flamants roses au milieu des lagunes, la lagune qui donne sur un 6000 mètres en face, le 6000 mètres Qui qui reflète reflète dans la lagune. lagune, tellement la lagune elle est calme. Enfin, vraiment, c'est des paysages incroyables. On n'a jamais vu d'autres paysages comme ça ensuite dans la suite de notre tour du Et monde. même encore, quand on revoit nos photos, on se dit, waouh, mais non, on n'a vraiment pas revu ça. Ouais, c'est Et vraiment on est unique. encore étonné de revoir nos photos de cette étape-là, quoi. Ouais, c'est juste magique, en fait, le sud d'Ipèze. Et donc on passe, en fait, on se suit, toutes les agences un petit peu se suivent parce qu'en fait, on est vraiment en plein milieu du désert. Et du coup, il nous est arrivé de dépanner, enfin notre agence a dû dépanner d'autres agences qui étaient tombées en panne. Donc on a dépanné quatre fois, on s'est arrêté 4 fois pour dépanner des agences, dont la nôtre. Dû à La l'altitude, nôtre, les voitures ramassent pas mal dû à l'altitude. Du coup, les guides sont à la fois guides, mécaniciens, chauffeurs, guides de voyage, guides touristiques, ils font tout. ils font tout. Ouais. Et du coup, nous, Carrément. notre guide avait sa femme, donc sa femme c'était la cuisinière. Et on était autant il y a des agences qui partent à plusieurs 4x4 parce que ça peut être ouais, c'est des plus grosses agences. Autant nous notre agence Tout on était le seul, seul ouais. 4x4 et donc on se sentait vraiment privilégié à ce moment-là avec notre autre couple d'amis. Et c'était incroyable. On passe 2 jours du coup dans le sud de l'Ipèze. On dormait tout seul dans les logements. Le soir, c'était des hôtels, des tout petits hôtels où il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau chaude pour se doucher. C'est vraiment très rustique quand même. Et du coup, le 3e jour, C'est on clair. arrive au Salar d'Uyuni, donc c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est ce que tout le monde attend. Et donc, on arrive le 3e jour au Salar pour le coucher du soleil. Donc, moment incroyable, c'est pareil, on est tout seul. Enfin, le Salar est tellement grand que là, du coup, les agences font en Bah, sorte de pas se mettre à côté des autres. Enfin, voilà, tout le monde est c'est vraiment c'est éparpillé. le truc le plus touristique de Bolivie. Et Et pourtant, on voit pourtant, on était personne. tout seul et on était le seul 4x4 où on était, quoi. Et genre, il est tellement grand que chaque agence se met et il suffit qu'une agence soit peut-être à 2 kilomètres de nous. Ben, on voit même pas le 4x4 et tu peux t'amuser. On est resté assez longtemps avec notre guide pour prendre des photos en perspective et où on peut faire ça que dans des aires de sel, quoi. Ouais, parce que le panorama est tellement blanc et tellement rectiligne en fait sur l'horizon que c'est hyper facile de faire ce genre de photos, mais on pourra faire passer quelques photos pour un Oui, avec exemple. grand plaisir. Avec grand plaisir. Et c'est quelle température à cette altitude-là quand vous avez fait ce trek? Aussi bien On- la journée que la nuit? Il faisait très froid. On n'a jamais été en t-shirt pendant tout ce road trip. On Beaucoup n'a de vent jamais aussi. beaucoup de Ouais. vent et puis très frais. Il faisait à peu près ouais, pas plus de 10 degrés, ça c'est certain, et la nuit, même dans le négatif. Et d'ailleurs, les Ok. hôtels, le 3e jour, on est au Salar pour le coucher du soleil, on dort dans un hôtel de sel. Ça c'est aussi la particularité hyper sympa du séjour, donc un hôtel totalement construit en sel. On dort dedans, évidemment pas de chauffage ou de choses comme ça, donc il y a des dizaines de couvertures sur le lit, tu peux même pas te retourner tellement la couverture est lourde sur toi. Et là, il Génial. fait très froid. Là, il fait très très froid. Ouais, il fait 0 degré dans l'hôtel, quoi. C'est vraiment, il fait très frais. Et ensuite, le dernier jour, du coup, on s'est élevé très tôt pour aller retourner sur le Salar pour voir le lever du soleil. Et donc là, c'est pareil, un moment extraordinaire, des couleurs. T'avais l'impression d'avoir deux 4x4 parce que le 4x4 se reflétait On était sur dans le une sol et piscine. du coup il y avait une petite couche d'eau sur le sol et du coup avec le lever du soleil t'avais l'impression d'avoir deux 4x4 quand tu regardais ton 4x4 quoi. Donc c'était C'était vraiment ouais. incroyable, les Génial. réflexions et les couleurs sur justement cette partie blanche du Salar. Ouais, vraiment un incontournable à faire en Bolivie. Ok, super.
Et du coup, une fois que vous avez vécu cette première expérience assez incroyable, qu'est-ce que vous avez enchaîné sur quoi alors? Donc du coup, après, on est parti sur la ville de Potosí. C'est une ville minière qui était vraiment très importante avant dans les années 90. On s'est arrêté visiter une mine, ça a duré plusieurs jours. Et Gaëtan, du coup, J'ai ma première tourista là-bas. oui, il a eu un mal de montagne suite du coup à la visite un peu suite à l'altitude qu'on avait eu lors du coup du séjour en 4x4 dans le sud d'Ipèze et le Salaire du Uni parce qu'on avait atteint les 5000 mètres et bon, c'est vrai que là Gaëtan avait eu un peu de mal avec le mal C'est là où on se d'altitude. rend compte que l'altitude, ouais, faut du temps pour s'adapter à l'altitude, Ouais, pour ouais, pour s'acclimater. s'acclimater. Du coup, voilà, on avait pris une petite pause et également à Sucré, ça c'était ensuite la ville étape qu'on a fait après la ville de Potosí. Et c'est pareil, c'est une ville où on a pris un petit peu plus le temps pour préparer la suite et continuer de planifier Hmm. un petit peu la suite de notre séjour en Bolivie. Mais c'est vraiment des étapes qu'on a beaucoup aimé Ok. préparer la Et suite et pour vivre. effectivement, c'est la question que je voulais vous poser en termes de ville. Est-ce que pour vous, c'est une ville type qui ressemble à des villes européennes, à d'autres villes en Asie? Enfin, Mais comment vous pourrez comparer alors, il ces y aurait villes là-bas? donc la plupart des villes en Bolivie, non, ça n'a rien à voir avec. Nous, on n'a pas vu des types ce type d'architecture-là ailleurs qu'en Bolivie. C'est des constructions en terre, beaucoup en briques. Il y a beaucoup d'immeubles qui sont pas finis. Donc, on n'a jamais eu la réponse de savoir si c'était des moyens, dû à des moyens, ils n'avaient pas assez les moyens de finir les immeubles ou donc c'est beaucoup de toits plats et la plupart des personnes vivent. T'as un appartement pour une famille et tu vas avoir une cuisine pour tout l'immeuble en fait. Donc tu as plusieurs familles qui vont cuisiner dans la même cuisine. Du coup, Hmm. Ouais, ouais, ils peuvent vivre à plusieurs, à 8 dans une seule pièce. Et D'accord. ouais, c'est vraiment, quand on en parlait avec mm, notre guide justement dans le Salar, c'était vraiment assez choquant pour nous d'entendre ce genre de choses. On était là, ah oui, d'accord. Enfin, c'est vraiment à l'opposé de ce que nous on peut connaître en tant qu'Européens. Et au niveau de l'architecture, tout est très rouge, tout est très en mm. briques, rien n'est enduit ou quoi que ce soit. Et oui, les toits sont pas forcément, c'est des toits un peu en tôle. Oui, non, c'est pas Du vraiment. chaume aussi. Enfin, ça Ok, reste un il y pays. a Fort, il y a il y a cette impression que c'est jamais terminé. C'est un pays qui Ouais, est assez exactement. pauvre en général. Enfin, la Bolivie, c'est assez pauvre. oui, ça Ouais, c'est c'est quand pauvre, même ouais. très peu développé. On a quand même l'impression de faire un retour dans les années 90, rien qu'en Même voyant avant, ouais. même peut-être avant, oui, Mm. rien qu'en voyant les voitures qui circulent. C'est quand même des vieilles voitures, des marques enfin, ou même des modèles de voitures qui existent plus du tout en France ou qui n'ont Hmm. plus l'autorisation de circuler en France. Ouais, c'est vraiment, on recule vraiment en arrière. On a vraiment l'impression de faire un bond de 30 ou 40 ans en arrière quand on arrive en Bolivie. Nous, D'accord, c'est ce qu'on a ressenti en tout cas. génial. Après, du coup, Et la par... ville de Sucré, pour rebondir sur la ville, sur l'architecture, c'est Ouais, vraiment cette ville l'opposé. Ouais. qui est la plus jolie. Tout est blanc, tout est enduit. Et là, c'est vraiment une ville un petit peu type colonial, très très jolie. Là, on a beaucoup aimé. Génial. Et justement, je voulais faire une comparaison avec la capitale, avec La Paz. Vous avez pu y aller là-bas? Ouais, on était à La Paz. On s'est servi de La Paz en fait un peu de ville rond-point. C'est la ville qui a desservi un peu tout le reste de nos activités. Elle était centrale et du coup c'est Hmm. elle qui nous a permis de construire la suite de notre voyage. Et oui, au niveau de La Paz, du coup, La Paz, c'est la capitale la plus haute du monde. Donc, il y a un de ces quartiers qui est situé à 4150 mètres et le reste de celle de la Ah ville est oui, à 3620 mètres. Donc, il y a quand même une belle différence. Et en fait, c'est une ville qui est toute en cuvette. Et tout autour, il y a plein de sommets à 6000 mètres qui culminent, à plus de 6000 mètres qui culminent. Et du coup, incroyable. c'est pareil, c'est une ville qui est toute en briques, toute rouge, etc., avec quelques couleurs sur certains quartiers quand même. Et là, c'est une ville qui se visite en fait. Enfin, le moyen de transport de la ville et des habitants, c'est le téléphérique. Et donc, en fait, les téléphériques vont de quartier en quartier. Donc, les quartiers, il y a pas mal de quartiers en hauteur, et du coup, toute la ville qui est aussi dans la cuvette. Et donc, les téléphériques descendent et montent donc toute la journée. Et Toutes Ah, les c'est lignes en génial. fait font un et tour. t'as une Et très grosse contraste du coup avec les constructions les immeubles qui sont
très ancienne. Et en fait, les téléphériques qui sont les mêmes téléphériques qu'on pourrait trouver dans les Alpes, c'était même une marque suisse, la plupart des téléphériques, et qui sont les stations des téléphériques, c'est des téléphériques qui sont flambant neufs, quoi. C'est vraiment les derniers téléphériques que tu pourrais trouver dans les Alpes. Et du coup, tu as cette contraste-là où tu prends les stations dans des buildings flambant neufs et tu survoles des immeubles, des quartiers et des quartiers. bidonvilles, un peu ce qu'on pourrait. Ouais. C'est choquant de voir certains quartiers comme ça qu'on survole en téléphérique. Et c'est excellent de voir ça du dessus. C'est une des seules villes, je pense, au monde où tu as autant de téléphériques que tu peux voir. Et du coup, ça on devient presque une Ouais. attraction un peu touristique où nous, on a pris un billet pour 1 heure et demie en train de faire tout le tour des téléphériques pour découvrir tous les panoramas de la ville. Et c'est hyper sympa. On est dans une bulle, c'est silencieux alors que Clairement, on c'est un peu une passe devant. particularité quand même de l'Amérique du Sud, hein, parce que ok pour la Bolivie, mais j'ai vu au Brésil qui faisait la même chose. J'ai vu en Ouais. Colombie, tu pouvais survoler, pareil les quartiers comme ça, même ouais, les favelas, Ouais. etc. Donc c'est un peu une particularité quand même de l'Amérique du Sud. Et bon, bah écoutez, si vous avez pu visiter un peu en prenant de la hauteur, bah le Ouais. paysage, le contraste, en plus, si vous avez des monts à 6000 mètres tout autour, ça doit être vraiment incroyable, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Super. Écoutez, je voudrais qu'on continue un peu parce que vous m'avez vendu des excursions. Bon, déjà une première qui était géniale, c'est clairement ce désert de sel. Il me semble en Bolivie, vous avez la forêt amazonienne aussi. Est-ce que Ouais. vous avez été faire un petit tour? Ouais, alors effectivement, on a été du coup dans la forêt amazonienne, donc on a pris un bus de nuit pour s'y rendre, et en 12 heures de bus, on était déjà tout au nord, du coup, De la euh, Bolivie. d- ouais, au nord de la Bolivie, du coup, dans la forêt, et on a fait en fait une excursion avec une agence de 5 jours au total, découpée en deux, c'est-à-dire 3 jours dans la jungle, donc dans la selva, comme ils appellent ça, et 2 jours dans la Ouais. pampa, donc un petit peu dans les marécages. Donc ça s'est vraiment coupé en deux. Et donc les 3 jours dans la jungle, ça ressemblait à des randonnées coupées avec notre guide qui coupait à la machette le chemin pour aller se balader sur les hauteurs. Il y a eu une nuit où on a dormi un petit peu en mode Koh-Lanta à même le sol, avec juste une moustiquaire pour nous protéger des moustiques. On a dû pêcher notre poisson dans la rivière marron, tu vois, un petit peu Ah, où t'as pas trop génial. confiance, des choses comme ça qui peut se trouver à l'intérieur. On a failli marcher sur un serpent. On a failli marcher sur un boa Quand qu'on moi, a je vu suis du passé coup. par-dessus lui et j'étais 30 mètres avec le guide à l'avant. Et on n'avait pas marché dessus parce que je pense qu'il nous aurait mordu, mais on est passé à 30 centimètres de lui. Et puis derrière, Élise et la fin du groupe se sont retrouvés nez à nez avec lui au milieu du chemin et on était bloqués par le boa C'est qui était vraiment, entre tous les six. on n'a pas vu tant d'animaux que ça, à part, enfin surtout dans cette partie-là de la selva, à part justement ce serpent, beaucoup d'araignées quand même, et Hmm. voilà des grenouilles venimeuses, des choses comme ça. On a même fait Mm. une marche nocturne du coup avec notre guide où ça fait un peu peur. On se dit oh là là, sur quoi on pourrait tomber à ce moment-là. Mais voilà, ça a été Ah, vraiment 3 premiers jours ouais, très marquants. c'est ouf quand même ce genre d'expérience où bah clairement vous sortez vraiment de votre zone de confort, hein, finalement. Mm. Vous allez quelque part à l'aventure et vous suivez votre guide, limite vous lui faites une confiance aveugle parce que vous savez pas où vous allez ni rien, quoi. Non, ouais. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, surtout que moi, il parle espagnol, on baragouine un petit peu de l'espagnol, mais on n'a pas un super niveau non plus. Donc oui, c'est vrai que s'il nous arrive quelque chose, ou même s'il arrive quelque chose à notre guide, parce que finalement il est tout seul à nous accompagner, bah on sait pas Ouais. vraiment. Et puis on est totalement perdu, on sait pas du tout où on est. On a marché 3 heures et demie pour arriver à notre campement, on serait incapable de retourner dans le petit village dans lequel on était arrivé à l'arrivée. Donc oui, il Ah faut pas ouais, qu'il donc nous arrive quelque chose. On prenait soin de notre guide, en effet. ok, belle expérience en forêt amazonienne, mais est-ce que Ouais. la forêt amazonienne était aussi en altitude élevée ou vous êtes redescendu du coup parce que là il y a Mm. des écarts incroyables. Là, c'est la particularité de la forêt amazonienne en Bolivie, c'est que tu pars de La Paz à 3025 mètres et tu arrives donc à Rurrenabaque qui est à 274 mètres. Ouais, donc Donc, ouais, tu perds 3500 mètres d'altitude en dans 12 la heures de nuit, ouais. bus dans la nuit. Et ensuite, quand tu retournes à La Paz, du coup, donc après, on a passé 2 jours dans la Pampa, donc en marécage, pirogue, baignade avec des dauphins roses, etc. Oh, Toute une magnifique. autre expérience à se balader avec les caïmans, etc.
Et on retourne sur la Paz et là, on se reprend du coup 3500 mètres d'altitude de l'autre côté, quoi, dans l'autre sens. Donc pas Et facile bah justement, au niveau du corps. je voudrais bien rebondir là-dessus parce que vous parliez du mal de montagne, tourista forcément, mais mal des montagnes, vous l'avez subi? Comment ça se passe? C'est venu une fois, deux fois? Comment vous avez géré ça, ce mal des montagnes? Moi, je l'ai subi quotidiennement pendant tout le mois passé en Bolivie. Donc, le mal de montagne, moi, c'était des diarrhées, des touristas, ça partait, mal de tête, ça partait et ça revenait. Du coup, je l'ai eu 3 fois dans le voyage, ouais. 3 fois Ouais, dans le... 3 fois réellement où ça avait été Mm. compliqué. On a même fini par appeler le médecin de notre assurance à un moment parce que ça passait pas et ça devenait vraiment trop compliqué. Ouais. Ah oui. Et Euh, Elise ne l'a pas subi, par contre. Moi, non, moi, je l'ai pas vraiment trop ressenti. Alors après, en Bolivie, du coup, enfin, on est prévenu entre guillemets, puis les locaux nous préviennent aussi de tous les effets qu'on peut avoir, etc. Et il y a un petit peu des remèdes locaux. À boire beaucoup d'eau déjà. Ouais, Ouais. s'hydrater du coup énormément. Et aussi, ils vendent enfin, ce qu'ils appellent la feuille de coca. Donc c'est Ouais. une vraie feuille. Donc eux, ils la mâchent comme ça, naturellement, directement en bouche. Il existe aussi des pastilles, genre de bonbons, bonbons à la coca. Donc ça, c'est peut-être un petit peu plus simple. Ou alors des infusions de thé, des choses comme ça. Donc il y avait pas mal de choses comme ça. On essayait dans les auberges. Il y avait toujours des infusions de thé de coca qu'on pouvait se faire. Ou alors de la feuille de coca sur les marchés qu'on pouvait acheter et mâcher, ou alors des bonbons de coca qu'on pouvait acheter également. Donc nous, on n'hésitait pas quand même Ok. à acheter ces Mm. bonbons-là et ces On en mangeait infusions pas mal, pour hein. essayer de limiter la casse, on va dire. Mais c'est vrai qu'on sait jamais vraiment comment notre corps va réagir. Il n'y a pas besoin d'être sportif ou des choses Ouais. comme ça pour ressentir des effets. C'est vraiment aléatoire et ça peut être n'importe qui. Et Ouais. des fois, ça peut l'être, des fois, ça peut ne pas l'être. Ça dépend vraiment. Très bien. Écoutez, vous m'avez parlé pas mal des montagnes là, à 6000 mètres. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a tenté? Est-ce que vous avez fait tenter l'expérience ou est-ce que vous voulez juste regarder de loin? Alors, on les a d'abord regardés de loin, et puis on les a tellement regardés de loin qu'on s'est dit, pourquoi ne pas essayer d'en gravir une? Et non, ouais, on a tenté l'expérience de gravir un 6000 mètres. Donc, c'était notre première expérience d'alpinisme. Génial. Et c'est le 6000 mètres le plus facile au monde, L'un des plus l'un des plus faciles faciles au à monde, ouais. gravir. Et puis aussi l'un des moins chers, l'excursion, quoi, comment dire, Toute l'activité, toute l'expérience de 3 jours, 2 nuits, ça nous a coûté 120 personnes par 120 personne. euros par personne, 120 ouais. euros par personne. Donc c'était vraiment D'accord. comparé à des excursions, par Dans exemple, l'Himalaya dans ou... l'Himalaya ou le Ah oui. Kilimanjaro Ah oui, ou on au peut pas Mont Blanc, comparer. Oui, etc. oui, bien sûr. Ouais, c'est incomparable. C'est vraiment, et en plus c'est plus haut, donc enfin, c'est Bon, tu vraiment peux faire des 6000 dérisoire. mètres. Et ils nous fournissent tout. Du coup, on est passé par une agence qui nous a fourni tout l'équipement d'alpinisme, les crampons, le piolet, etc., les grosses vestes, les gros gants, les duvets pour dormir dans les camps de base, etc. Enfin, tout était prévu. Et du coup, on a effectivement tenté l'expérience. Donc, on est parti sur le Huayana Potosi qui culmine à 6088 mètres et qui, du coup, se situe à Génial. 2h30 de La Paz. Il faut savoir que le camp de base, le jour 1, tu dors à 4800 mètres d'altitude, donc à la hauteur du Mont Blanc. Ouais, c'est assez, C'est, c'est Et c'est, assez c'est- déroutant de penser à ça. Et donc, le jour 1, effectivement, on arrive au camp de base, du coup, en 4x4. On dort à 4800 mètres et il y a un entraînement dans pour l'après-midi apprendre à marcher avec les pour apprendre à crampons sur marcher la avec, glace. c'est ça, apprendre à marcher avec les crampons et utiliser le piolet. Et ensuite, le d'accord. jour 2, on monte en randonnée, donc avec tout l'équipement On était très d'alpinisme. lourd, on avait 17-18 kilos sur le dos. Les bouteilles d'eau, les repas pour le soir. Ouais. C'est ça, et on Ah monte au oui. deuxième camp de base qui se situe à 5200 mètres. Donc là, nous, on n'était jamais monté si haut, hein. 5200, Enfin, en C'est marchant clair. en randonnée, ouais. Ouais. ouais, en randonnée, ouais. Mm. Et donc, après, on s'endort à 18h30, on se réveille à 23h30, donc on dort très peu, puis à cette altitude, c'est très difficile de dormir. Beaucoup de stress. Et puis oui, on était forcément un peu stressé par l'objectif parce que c'est plus qu'une activité. Là, c'est vraiment un défi qu'on s'est lancé dans notre tour du monde en se disant, allez, Bah, est-ce qu'on peut le clairement. faire? Est-ce qu'on en est capable? Et donc, on se réveille à 23h30, on part à minuit 45. Donc, ça y est, c'est le jour 3, le jour de l'ascension. Et puis, on grimpe en cordée avec un binôme, notre guide. On avait un guide chacun. Donc, on était 10 au total dans notre groupe. On était en binôme avec un guide. Donc, il y avait 5 cordées.
Et donc, on grimpe les uns devant les autres. Et puis, on est à la frontale, il fait nuit noire. Il fait pas si froid. Franchement, on avait eu de la chance au niveau des conditions. Et tu te concentres sur le souffle Et et sur tes pas. c'est vraiment un pas après l'autre. Et on se concentre, on s'arrête toutes les 5 minutes pour souffler parce que vraiment, le souffle est très court à ce moment-là. Et c'est Un manque une d'oxygène, montée. vous le ressentez beaucoup? Ouais, on le ressent beaucoup. Ouais. Bah, surtout qu'on est en plein effort, en fait. Encore, on serait juste à 5000. Quand on était à 5200 mètres au camp de base, on le ressentait pas forcément parce que bah, on était statique, on va dire. Donc, on sent que c'est quand même plus restreint, mais c'est pas non plus coupé. Mais là, on est en train de faire un effort et en train de grimper encore plus haut à chaque pas. Oui, là, on ressent que c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Incroyable. Du coup, on essaye de Et mâcher cette de la ascension, coca, alors? les guides nous donnent de la coca, etc. Et alors, cette Bah, ascension, on pourrait avoir 2 récits de l'ascension parce qu'on l'a vécu complètement différemment. et finalement, on l'a pas vécu ensemble. Ouais, on l'a pas vécu ensemble. On s'est désencordé parce que Élise a eu beaucoup plus de mal à monter. Puis du coup, moi, je suis parti avec des autres et au final, du coup, moi, je suis arrivé à 6000 mètres, mais j'ai pas réussi à faire le sommet. Donc, je me suis arrêté à 6048 mètres. Il manquait 40 mètres pour faire le sommet. Et c'était les 40 mètres où fallait en arriver au lever du soleil et il fallait se dépêcher avant que le soleil arrive pour éviter que la neige fonde et que des crevasses apparaissent pour la redescente. Et du coup, sur les 10, on est 5 à s'être arrêtés à 6000 mètres parce que le rythme que demandaient les guides pour arriver au sommet, moi, je pouvais pas le supporter, quoi. J'ai eu je me suis évanoui sur la redescente. Du coup, voilà, quoi, j'ai atteint les 6000 mètres. Ah oui. Ouais, c'est vrai qu'on a vraiment deux récits différents. On s'est désencordé après à peine 1 heure d'ascension. Et donc moi, en fait, j'ai fini avec mon guide toute seule. J'étais la dernière du groupe, mais je voyais même plus, parce que de nuit, du coup, on voit que les petites lampiotes qui montent au fur et à mesure des lacets. Moi, je voyais plus personne. J'étais clairement très en retard. Donc moi, vraiment, le moral, il n'était pas vraiment là. J'avais vraiment beaucoup de mal à rester motivée et mon guide me motivait pas forcément en plus. Et donc voilà, bref, on continue de monter, etc. Et au bout de 4 heures d'ascension, il y a un mur à 35 mètres qu'il faut monter au piolet. Donc c'est un peu la seule fois où il faut vraiment utiliser le piolet en mode alpinisme. Ouais. Donc là, bon voilà, on le grimpe et là j'arrive à rattraper la cordée de Gaëtan et toutes les autres cordées finalement de notre agence, enfin toutes les autres personnes avec qui on était partis. Donc moi, ça me remotive. Je revois un petit peu tout le monde, ils avaient l'air vraiment au bout du rouleau. Donc je me suis dit, bah mince, alors on va essayer de tous se remotiver. Et finalement, elle a fait le sommet. Et finalement, moi, je suis arrivée au sommet. Effectivement, j'ai réussi tu as fait le sommet, toi, Élise. Moi, j'ai réussi à monter jusqu'au sommet. C'était du coup, les guides, elle a eu tellement une montée progressive et elle a eu tellement un peu plus de mal au début que même les guides, en fait, il y a un créneau horaire du coup dû à ces crevasses et les guides faisaient que dire, ben c'est pas possible qu'elle atteigne le sommet parce que du coup, elle est pas assez rapide avant ce mur. Il y avait clairement personne qui croyait en moi. Le fait de nous avoir retrouvés après le mur, ben c'est qu'elle a réussi à nous rattraper alors que tout le groupe d'avant lui avait mis finalement avait mis pas mal d'avance sur l'ascension. J'étais assez constante et du coup finalement quand je les ai retrouvés, bah moi j'avais toujours j'avais la pêche, quoi, ça allait. Et puis j'avais retrouvé un petit peu la motivation. Mon guide m'avait dit si on continue à cette vitesse, ça peut le faire pour le sommet. Moi ça m'avait reboosté et finalement voilà, au fur et à mesure, après moi j'ai pas arrêté de marcher et du coup j'ai réussi à monter jusqu'au sommet. Malheureusement il faisait pas un temps éclatant, sans nuages ou quoi, c'était très encombré, on voyait pas grand chose. Mais bon, l'objectif était là, le sommet. L'objectif était rempli, ouais. Et justement, c'est là-dessus que je voulais rebondir. Quelle vue on a à 6000 mètres d'altitude? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous retenez de cette ascension? Et de la nuit, en fait. La première partie de l'ascension, on voit rien, puisqu'il fait nuit. Et ensuite, au lever du soleil, là, on était hyper impressionnés lors de la redescente. C'est incroyable, finalement, on voit toutes les crevasses sur lesquelles, à côté, qu'on a pu éviter, en fait, durant la nuit. Et là, on se dit, ah ouais, vraiment, les guides connaissent parfaitement le parcours parce que... Dans la montée, on a vu 0 crevasse, quoi. Ouais, dans la nuit, on les voit pas, alors qu'elles sont juste à côté. Elles peuvent être à 2-3 mètres, mais avec les petites lampes qu'on a, on les perçoit pas.
Et c'est impressionnant. Après la vue, nous, du coup, à 6088 mètres, on voyait absolument rien. C'était vraiment très, très couvert. Mais c'est juste en redescendant qu'on À a pu partir voir de après 5005, ouais. voilà, toutes les lagunes autour, tous les paysages, tous les autres massifs et tous les autres du coup montagnes avoisinantes. C'est vraiment magnifique. Mais c'était vraiment, en vrai, Génial. c'était vraiment pas forcément pour le paysage qu'on y allait, c'était vraiment pour le défi Bien sûr, d'arriver bien sûr. à se dépasser. Super. C'était vraiment incroyable. Ouais, c'est comme un surpassement de soi finalement, hein. Donc c'est quelque chose Oui, que vous Ouais, pouvez cocher en carrément. disant 6000 mètres, on a réussi. Prochaine étape, c'est vrai. 7 ou 8000 quoi. C'est Non, ça. peut-être à 7000, mais En vérité, on a mis longtemps à se dire que c'était une belle expérience. Enfin, ouais. moi, c'est vrai que j'avais du mal à me dire. À chaque fois, je disais, c'est vrai que c'était la plus belle et la plus dure en même temps expérience qu'on ait pu faire. Et donc se projeter sur une nouvelle ascension, ça n'a pas été tout de suite. Là, maintenant, c'est vrai qu'avec du recul, on pourrait se projeter sur une nouvelle ascension. Mais forcément, on aimerait aller Au-dessus. au-delà de cette altitude. Donc, à voir dans quel Bon, pays on peut réaliser ça. génial. Bon, maintenant qu'on a vu un peu la forêt amazonienne, qu'on a vu ce désert de sel, qu'on a vu des ascensions à plus de 6000 mètres, il y a quelque chose, moi, que j'ai vu quand tu regardes Bolivie, c'est le fameux lac Titicaca, là, hein, là, avec la frontière avec le Pérou, c'est ça, non? Je Le crois, le Pérou, lac c'est ça, ouais. Titicaca. Ouais, Ouais. c'est ça. Alors, est-ce que vous l'avez fait? Ah, c'était peut-être votre étape pour ensuite aller au Pérou pour continuer votre voyage? Ouais, alors en fait, du coup, le lac Titicaca, nous, on l'a pris un peu comme étape intermédiaire pour se réacclimater après la forêt amazonienne et avant, du coup, notre ascension du 6000 mètres. Puisque du coup, le lac Titicaca, c'est le D'accord. lac le plus haut du monde qui culmine à 3800 mètres. Donc c'était en passant de 200 mètres d'altitude Il nous pour se fallait une réacclimater, acclimatation, ouais. c'était parfait pour quelques jours. On est allé faire une randonnée sur, du coup, une des îles côté bolivien du coup du lac, donc qui s'appelle Isla del Mhm. Sol et donc c'était vraiment incroyable. Et en effet, le lac du coup est séparé, est à cheval entre les deux pays, donc entre la Bolivie et le Pérou. Et donc c'est aussi l'endroit où tu peux passer la frontière à pied pour accéder au Pérou. Et c'est ce qu'on a fait ensuite à la suite de notre ascension. Du coup, on a quitté la Bolivie pour aller au Pérou et on est effectivement repassé du coup autour du lac Titicaca pour traverser la frontière. Super, magnifique. Franchement, vous m'avez vraiment donné beaucoup envie sur votre voyage. Clairement, si on sélectionne juste cette partie de la Bolivie, là, vous êtes resté quand même un mois. Qu'est-ce que cette expérience vous aura apporté personnellement à tous les deux? Ce qui nous a rapporté, c'est vraiment on s'est rendu compte à ce moment-là, que notre tour du monde tournerait plus sur les activités. Et ça nous a aussi apporté le fait de plus trop faire un peu le voyage des autres. Donc beaucoup de voyageurs, il y en a, ils voyagent pour la gastronomie, il y en a certains, ils voyagent pour l'architecture. Et du coup, nous, avant la Bolivie, on se cherchait un petit peu dans pourquoi on voyage en fait. Et du coup, on Mhm. s'est rendu compte après la Bolivie que non, nous, ce qu'on aime, c'est faire des activités, se dépasser, faire des randonnées, faire plein d'expériences, découvrir des choses qu'on peut faire que dans les pays dans lesquels on va. Et du coup, quoi, moi, ce serait ce que la Bolivie m'aurait apporté. Ouais, et on s'est aussi rendu compte avec ce choc culturel, c'est cet effet-là aussi que la Bolivie Mm. nous a apporté, c'est que on s'est dit ok, là il y a vraiment des personnes qui vivent très différemment de nous et on n'avait pas du tout perçu avant du coup la Bolivie, donc on s'est vraiment dit ouais là l'Amérique du Sud, enfin c'est quelque chose qui va nous rester et on n'a plus le droit de se plaindre en France de tout ce qui nous arrive ou des conditions dans lesquelles on vit, etc. C'est vraiment on s'est vraiment rendu compte qu'on était très chanceux d'avoir un passeport français et d'être français. Et c'était, ouais, ça nous a vraiment mis une grosse claque culturellement. Mm. Super. Bah écoutez, je retiens quand même beaucoup d'informations, c'est génial. Merci à tous les deux. Et ma dernière question, quel est le conseil que vous donnerez à toutes les personnes qui souhaiteraient vraiment réaliser la même expérience que vous, qui viendraient en Bolivie pour ce côté dépassement de soi, vraiment trouver les expériences atypiques? Le premier conseil, ce serait peut-être de pas sous-estimer l'altitude. Par exemple, ne pas se dire je pars en vacances de France, j'arrive 15 jours en Bolivie et je voudrais vivre par exemple ce 6000 mètres ou
ou vivre juste faire de l'altitude et partir directement, prévoir le deuxième jour des excursions en altitude parce que il faut une acclimatation, ça peut être très dangereux pour la santé. Du coup, il faut aller doucement et essayer de construire un itinéraire qui permet de monter en altitude progressivement pour essayer de s'acclimater le plus possible et éviter de subir le mal des montagnes. Ouais, c'est Et, vraiment l'un des meilleurs conseils qu'on pourrait donner. ouais. Et puis un deuxième faire conseil, attention à on pourrait l'altitude. conseiller à tout le monde d'aller sur les groupes Facebook, les Français en Bolivie, où c'est une mine d'or d'informations et ça aidera beaucoup la plupart des personnes à construire un itinéraire, à trouver des guides sur place aussi. Il y a tous les guides qu'on a pu trouver pour le voyage ont été trouvés sur ce groupe-là, les Français en Bolivie. Il y a beaucoup de noms qui Ouais. circulent, des bonnes agences, des agences recommandées, certains noms de guides, avec notamment les contacts WhatsApp, Mhm. etc. Donc c'est très important. Ouais, c'est une bonne mine d'informations. Parfait. Je retiens vos deux conseils. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas. Merci d'avoir pris le temps d'enregistrer à distance comme ça, en direct de Adélaïde en tout cas. Et puis il vous reste Merci. un peu moins d'un an maintenant pour être là pour les JO. Alors je ne peux que vous souhaiter un très bonne fin de road trip de tour du monde. Profitez bien et puis donnez-nous des nouvelles. On mettra les liens sur les réseaux en tout cas. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, Merci à toi, Jérémy. merci à toi. Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Bravo et merci. J'espère qu'il vous a vraiment plu et si c'est le cas, je vous laisse le partager aux personnes autour de vous et de les inscrire sur ce podcast. N'oubliez pas également de vous abonner, vous serez directement informé de la sortie des nouveaux épisodes. Et pour me montrer votre soutien, vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, suivi d'un petit commentaire. Je vous en remercie du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Odyssée.